Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading. Je suis accompagné donc de Karen Pelwal pour ce duo Chartisme Ichimoku. Donc le principe, on va vous proposer un tour d'horizon des actifs financiers, matières premières, indices, forex, comme d'habitude, avec la double vue de marché, l'analyse avec l'indicateur technique Ichimoku et la vue chartiste traditionnelle pour voir si nous trouvons soit une vue convergente, soit divergente. En tout cas, nous allons évoquer un certain nombre de marchés. Pendant ce point de marché, n'hésitez pas à laisser dans la file commentaire qui est ouverte depuis une minute environ les actifs sur lesquels vous souhaitez revenir si nous ne les évoquons pas durant ce point de marché. Alors, est-ce que vous pouvez simplement nous confirmer que le son et l'image fonctionnent normalement? Je pense que cela doit être le cas. Alors bonjour à tous, comme ça vous 5 pouvez... sur Voilà. 5. Est-ce que vous m'entendez? L'image doit fonctionner normalement. Alors Karen, est-ce qu'on t'entend? Est-ce qu'on m'entend? C'est une bonne question. Bonjour à tous, ravi de vous revoir avec Vincent. Donc on va faire effectivement un duo tous les deux pour vous expliquer certaines choses et comparer nos deux vues, nos deux façons d'aborder les marchés. Alors ça fait d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, un mois qu'on avait fait le dernier duo Chartisme Ichimoku. Ouais, ça fait même plus d'un mois. Dernier, donc voilà, ça fonctionne normalement, impeccable. Donc, commençons par le commencement. Une fois n'est pas coutume, ce ne sera pas ni les indices boursiers ni le marché d'échange, mais le pétrole. Je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe sur le pétrole. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique de long terme. Vous avez donc les cours du WTI, donc le pétrole brut américain, avec une dizaine d'années d'historique de cours. Vous retrouvez ici ce choc baissier qui avait lieu en 2008. Alors à l'époque on parlait de dégonflement de bulles spéculatives. Pourquoi? Parce qu'en amont les cours du pétrole étaient passés de 50$ à près de 150$ ici sur WTI pour se dégonfler de manière verticale. À l'époque nous étions en pleine crise financière et surtout en pleine crise de la demande mondiale du pétrole. Ce qui est intéressant de constater lorsqu'on étudie le momentum de ce mouvement, c'est que nous sommes d'ailleurs dans un momentum assez proche, voire même encore plus pointu aujourd'hui dans la baisse du pétrole. Et pourtant, nous ne sommes pas en plein cœur d'une crise de la demande comme à l'époque, ici en 2008. Alors, les cours du WTI reviennent d'ailleurs à proximité d'une zone qui est importante, qui se trouve ici autour des 75$, tout le monde en parle, certains parlent des 73-50$, Karen va nous expliquer. En tout cas, nous sommes, on le voit, à proximité d'une zone importante pour les cours du pétrole, et pourtant, ce marché peine à se stabiliser, peine à franchir des résistances, ne serait-ce que des résistances à court terme. Alors qu'en est-il? Karen va nous rappeler des éléments fondamentaux concernant la baisse des cours du pétrole à l'heure actuelle, et puis ensuite nous aurons la vue en Ichimoku. Alors il faut savoir que là, autant la bulle spéculative qui s'est dégonflée était en rapport avec effectivement, comme vient de vous le dire Vincent, une chute de la demande puisqu'on était dans une crise à la fois financière et économique, donc on se doutait bien que la demande au niveau du pétrole allait chuter, donc si c'est passé, alors qu'actuel ce n'est pas le cas. Il faut aussi voir qu'on est en novembre-décembre, c'est-à-dire on est à l'approche de l'hiver, il y a quand même de la demande de pétrole pour ne serait-ce que le chauffage, comme le gaz, comme Nicolas nous parle du gaz, c'est la même chose, donc on a le même procédé sur le pétrole et malgré tout le pétrole continue à chuter. Alors il faut voir aussi que le pétrole est libellé en dollars, donc la première chose c'est comme le dollar a fortement monté et a du mal à corriger à la baisse pour le moment, donc le pétrole continue à baisser, mais on s'aperçoit que ces derniers temps il y a autre chose que simplement une montée du dollar, et l'autre chose qui se produit actuellement n'a rien à voir du tout avec du fondamental classique, donc d'offre et de demande sur l'actif lui-même. C'est une manipulation au niveau des gouvernements principalement américains et d'Arabie Saoudite pour faire chuter le prix du baril en dessous d'un certain niveau pour étouffer l'Iran, puisqu'on sait qu'actuellement les Américains sont en train de négocier le plan nucléaire iranien pour qu'ils ne produisent pas des bombes, pour faire simple, que leur nucléaire ne reste qu'à l'état civil, et pour mettre la pression il faut étrangler les Iraniens de telle sorte qu'ils n'aient tout simplement pas d'argent pour se procurer ce qui serait nécessaire à développer du nucléaire militaire. Et pour les étrangler point de vue de manière financière, le seul moyen c'est de faire chuter le prix du baril, de telle façon que même leur production ne suffit plus à remplir les caisses. Alors on arrive à un problème, là on arrive sur des niveaux qui commencent à être un peu dangereux, parce qu'on sait qu'en dessous des 77$, le baril, beaucoup de pays se trouvent étranglés. Je crois que l'Arabie Saoudite, son niveau d'équilibre budgétaire, c'est autour des 80-85$. Enfin, ils ont une certaine souplesse, puisque leurs caisses sont pleines. Mais il y a beaucoup de pays pour qui 77$ commence à être ça devient très pénible. Et là, aujourd'hui, on est déjà à 76-16. Donc, ça continue à baisser. Donc, ça prouve que ces deux États continuent à mettre la pression. Alors, il faut voir aussi qu'au niveau américain et canadien, c'est pareil. Le niveau des 77$ est important.
important pour tout ce qui est développement d'extraction de pétrole autre que le pétrole traditionnel. Donc on arrive sur des extrêmes de bas. Pour le moment, dans beaucoup d'études, le prix envisagé se trouve autour de 73,50. Point de vue Ishimoku, on a un niveau à 71 exactement, donc c'est à peu près à $2 près, on est à peu près dans les mêmes sur les mêmes niveaux. Mais ceci, c'est pour expliquer qu'on a eu une descente sur les 80, qu'au niveau des 80, ça stagnait quand même un certain temps, et que tout d'un coup, ça s'est mis à fortement baisser. Donc les négociations au niveau de l'Iran, c'est incessamment sous peu. Je ne sais plus si c'est fin novembre ou début décembre. Je sais que fin novembre, il y a la réunion de l'OPEC à Vienne, donc où justement ils vont délibérer un peu là-dessus sur les prix du pétrole, qui produit quoi et en quelle quantité. C'est toujours les ajustements qui doivent se faire sur ce marché-là. Certains pays prennent la main, d'autres lâchent la main parce que c'est un rééquilibrage au niveau de leur budget économique, et ils vont se mettre entre eux. En fait, l'OPEC, c'est ça, c'est un ensemble de pays qui se mettent entre eux pour dire c'est moi qui ouvre le robinet, toi tu le fermes parce que moi mes caisses sont pleines, donc c'est bon, ça, voilà. On va dire ils s'arrangent entre eux. Je vous la fais très très schématique, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais enfin de façon voilà, schématique, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et là, donc il y a la réunion de l'OPEC avec en vue évidemment étrangler l'Iran. Donc c'est pour ça que le prix du pétrole baisse et que pour le moment il ne faut pas se mettre à l'achat. Les supports lâchent, donc il faut attendre qu'on atteigne des niveaux et il faut surveiller ce qui se passe du côté politique. Ce n'est plus un problème d'offre et de demande, c'est un niveau purement politique, et on rajoute l'effet dollar bien évidemment. Donc justement, à propos de cet effet dollar, je vous rappelle que sur la plateforme, vous avez la possibilité d'ajouter une table de corrélation, donc en allant chercher ici dans la liste de vos indicateurs. Il faut avoir personnalisé la plateforme, et vous allez pouvoir justement constater qu'il y a un effet direct du dollar américain, d'ailleurs sur l'ensemble des matières premières. Alors c'est très visible notamment sur les métaux précieux, puisqu'il y a une corrélation inverse qui est presque parfaite depuis le début de l'été dernier, même depuis le 1er juillet je crois. C'est plus ou moins le point bas du dollar US. Et vous allez voir que c'est quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs sur les deux pétroles. Donc on va afficher cette table de corrélation, on va l'afficher sur les 4 derniers mois, 80 jours. Et donc voici ce que nous pouvons retrouver comme type de corrélation. Ils sont fortement négatifs, moins 0,88, moins 0,92. Sur le voilà, Nickel, c'est même encore plus fort. Il y a une relation directe, et donc on comprend que finalement il y a un ensemble de facteurs qui affaiblissent ce marché-là. Pour autant, on approche de zones de support importantes. Alors en ce qui me concerne, pour être aussi parfaitement transparent, j'avais envisagé que ce seuil ici des 77 permette une stabilisation. Ça a fonctionné quelques jours. Et ce qui a manqué, c'est de franchir $80 pour confirmer. Et d'ailleurs, si on l'utilise justement à ce moment-là d'Ishimoku, on revient ici justement sur, vous êtes face ici à un graphique en données 4 heures. Je vais donc l'ajouter et puis vous le montrer. Voilà, vous avez le pétrole en données 4 heures. Et bien on constate que le marché s'était donc stabilisé à proximité des 77. On revient tester le point, à ce moment-là on peut se dire que finalement cette zone des 77 est importante. Et là ça sentait plutôt bon, on revenait attaquer $80, mais c'était la confirmation nécessaire. Avec un passage faible de nuages qui aurait pu laisser passer les prix, et à l'arrivée, on est bien parti là, sur ce niveau-là, et ici ça a buté, on est reparti fortement à la baisse en donnant un signal de vente ici. Ça a buté là, on a essayé, mais vous voyez, vous avez une Kijun qui renforçait justement le passage de ce nuage-là, avec une SSB qui était très longue, donc la probabilité de passer à la hausse, elle était extrêmement faible. Donc là on avait compris que de toute façon le marché était baissé, et là on est reparti définitivement à la baisse. Voilà. Donc ça reste compliqué. Alors après, admettons qu'on reteste les récents points bas ici sur 75,86. Bon, à part ce point-là, il n'y a pas de raison de s'exposer à nouveau. Non, là il faut faire du court terme à l'achat, c'est tout. C'est jouer des pullbacks. Là on a 3 bougies rouges, on est en train de faire une toupie, c'est du H4. Bon, quelqu'un qui est en intraday, il va prendre le mouvement suivant parce qu'on va peut-être remonter, chercher la Tenkan, mais basta, il n'y a pas de position longue à prendre actuellement, de long terme j'entends. Pas... Donc voilà, on comprend que les choses sont compliquées. Alors après, peut-être qu'un scénario de rebond technique pourrait enfin venir d'une phase de respiration du dollar US. Alors justement, on va en parler parce que il y a des mouvements qui débutent depuis vendredi dernier sur la UD-USD, sur le NZD USD. On voit que USD CHF plafonne, euro-dollar bottomise, si vous me permettez l'expression. Bon, le GBP-USD c'est autre chose, puisque la livre sterling se voit lâchée par sa propre banque centrale. En tout cas, même le GBP-USD approche aussi d'un seuil important. Alors, le dollar US, qu'en est-il? Et bien pour cela, on va regarder l'USD CHF, qui je pense reflète le mieux la tendance générale du dollar US. Et donc on revient sur justement ce que nous fait ce dollar US, disons depuis le début du mois de novembre. C'est une phase latérale
qui correspond d'ailleurs à cette tentative de l'euro-dollar de se stabiliser entre 1,24 et 1,25, et donc ce qui correspond finalement à une paire USD CHF enfermée entre 0,9620 et 0,9740, avec un niveau mensuel que nous allons voir d'ailleurs en Ichimoku à 0,97. Je vais d'ailleurs l'ajouter, l'Ichimoku, et donc laisser Karen rappeler l'importance des niveaux actuellement testés. Voilà, alors en mensuel, je veux dire le niveau clé, non ça va, le niveau clé il se trouve vraiment à ce niveau là, hein, 0,9680. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est une USSB, donc bon, tous ceux qui suivent l'Ichimoku savent que c'est la droite en béton de l'Ichimoku, puisque ça représente 2 Kijun, puisque ça c'est 52 périodes, ça c'est 26 périodes, et en plus projeté, donc c'est un niveau d'équilibre du passé, hein, vraiment très passé. Donc on voit bien que là l'USD CHF sort, rentre dans le mois, là, depuis le début du mois, il passe son temps à rentrer, sortir, il n'y arrive pas. Alors j'attire votre attention sur le fait que là nous avons 3 bougies sur cassure, donc nous avons déjà une qui a été très puissante, la deuxième qui nous a fait une mèche et qui est venue chercher déjà, le mois dernier on est déjà venu chercher ce niveau là, et là vous voyez qu'on est en train de faire une petite toupie, donc de mon point de vue on va rentrer dans une correction. La correction elle vient, c'est obligatoire. Maintenant quel niveau on va aller chercher? Alors le premier niveau il se situe ici, 95 donc 194, et le deuxième niveau se situe ici à 93 donc 94 on va dire, pour faire simple, 94. Ça me paraît être une correction un peu profonde, je ne suis pas sûr que l'USD descende aussi bas, parce que il faut quand même mettre un peu des fondamentaux derrière la pure technique, il faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe, et pour le moment l'USD est fortement haussier, puisque l'économie américaine est la seule économie à l'heure actuelle à fonctionner. Alors, clairement les autres yoyotent entre je monte, je baisse, il y a l'Europe qui se porte mal, la Chine c'est pas trop, l'Australie dépend de la Chine, donc pour le moment il n'y a que l'économie US au niveau mondial qui fonctionne, donc l'USD est fort parce que c'est la valeur que les gens vont rechercher, donc ça fait monter la devise. Donc il y a un niveau technique actuellement qui est travaillé, qui est très difficile à travailler. Par contre j'attire votre attention sur le fait qu'on a quand même cassé la droite de tendance. Pour le moment on reste au-dessus de cette droite de tendance, donc on n'est pas baissier à l'heure actuelle sur l'USD, peu importe ce qu'on met derrière, on n'est pas baissier franchement sur l'USD, mais on n'est pas haussier tant qu'on ne cassera pas ce niveau. Ceci dit, une cassure de ce niveau là en clôture du mois, ça interpellerait sur le fait qu'on va peut-être pas corriger. Voilà, et donc notre baril va continuer à baisser. Tout à fait. Ah bah de toute façon, là, voilà. C'est vrai que tout à l'heure sur le baril, pour terminer justement sur ce sujet-là, en ouvrant le débat le plus longtemps possible, et en imaginant que cette tendance baissière se poursuive, en cassant la zone actuelle, ce marché peut retomber sur des niveaux proches des 67-68 dollars. Ouais. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas ignorer, d'ailleurs c'est tout à fait dans l'ordre du possible, c'est-à-dire revenir chercher ces zones-là, ici, qui correspondent en fait au plus bas de ce qu'on avait pu travailler ici sur fin 2009, début 2010. Voilà. Et c'est aussi des zones qu'on retrouve sur le Brent. Donc, même les 59 sont dans les tuyaux. Si on prend l'Ichimoku bête et méchant, j'ai envie de dire, vous tracez vos droites. Bon, bah là, voilà, il y a un premier niveau qui est en train de lâcher. C'est ce niveau-là. Vous voyez que c'était quand même un niveau qui était quand même tracé ici. Il n'est pas, voilà, on est en train de le casser. Le prochain, il est là, 72, voilà, on va dire 72, 62 à peu près. Et puis voilà, les suivants, ils sont là. On peut pas les ignorer. Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais on ne peut pas les ignorer. Ils existent, ils sont là, d'accord. Donc, ce serait pas, on est déjà descendu à 36 $ le baril. Donc ça peut se produire. Et alors, si l'USD continue à flamber, le baril est libellé en USD. Donc si l'USD flambe, ça va avec. Je vais reprendre ce que tu disais, Karen. Karen nous rappelait à juste titre que l'économie américaine et d'ailleurs sa monnaie, le dollar US ou même la politique monétaire des États-Unis sont des éléments fondamentaux qui permettent de comprendre sans aucune difficulté au fond pourquoi le dollar US est haussier et va le rester à moyen long terme. Maintenant, on évoque la possibilité d'une respiration à court terme. Et la question moi, que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que l'indicateur Ichimoku conseille comme paire de devises pour essayer d'attraper ce qui pourrait être une respiration du dollar US. Alors on en a un peu parlé tout à l'heure, et on évoquait le cas de l'AUD-USD et du NZD-USD. Oui, parce que par contre ça, ce sont deux économies. Voilà, dans une paire de devises, on a deux morceaux. Il y a un certain, un incertain. Donc on a l'AUD et l'USD. Si l'USD baisse, l'AUD-USD va monter. Ça, c'est brut de fonderie. Maintenant, il faut voir que, alors que l'USD ne baisse pas, pour le moment, il est en train de stagner. Il fait une consolidation à l'horizontale. On ne sait pas s'il va partir à la hausse ou à la baisse. Mais on voit que dès certaines paires, donc l'AUD-USD et le NZD-USD, donc les paires pacifiques,
ont déjà commencé un repli. La UD-USD a déjà fait son point bas. Je considère qu'il a fait son point bas. Et là, aujourd'hui, voilà, et la formation importante donc, qui se passe aujourd'hui, alors ceux qui me suivent sur Twitter, hier je leur ai annoncé, attention, la UD-USD est en train de casser sa Kijun, mais j'ai dit attention à la clôture, et on voit qu'en clôture ça n'a absolument pas validé, donc il n'y avait pas d'achat à faire hier. Par contre aujourd'hui, oui, on peut être acheteur. Vous voyez qu'on est redescendu chercher un niveau, et là ça y est, ça attaque la Kijun. Donc là, on a un signal acheteur sur la UD-USD. Donc ça confirme bien, d'un côté on a l'USD qui fait rien, et donc si on a un signal acheteur sur cette paire là, c'est parce que c'est l'AUD qui est en train de monter. Et on a le même phénomène sur le NZD-USD, parce que pour le moment, ce sont deux économies qui sont en train de par leur politique monétaire, qui sont en train de reprendre du poil de la bête, et elles ont été énormément plombées, parce qu'on voit que ça a été quand même fortement baissier depuis le mois de juillet, et là, ces économies-là sont en train de rebondir à cause des politiques énergiques, je veux dire, de leur banque centrale. Donc, ces deux paires-là sont à jouer à la hausse, et si évidemment on a l'USD en plus qui corrige, ça sera tout bénéfice, quoi. On jouera deux choses, une résilience économique d'un côté et une baisse, une correction de l'USD de l'autre côté. Alors, justement, pour continuer sur le NZD, vous pouvez se poser la question de qu'est-ce qui se cachait derrière au fond. Il n'y avait pas forcément d'éléments fondamentaux, alors j'ai un peu creusé, j'ai un peu cherché, j'ai trouvé une seule chose, c'est un rapport financier, un rapport de la RBNZ qui a été publié hier sur le système financier, et dans lequel j'ai retenu quelques citations du gouverneur, donc Wheeler, de la RBNZ, qui a simplement évoqué les risques d'une résurgence de tensions sur les prix de l'immobilier en Nouvelle-Zélande, alors en invoquant des flux migratoires, des choses comme ça. Et pourtant, il a aussi rappelé les risques qui lient commercialement la Chine à la Nouvelle-Zélande. Donc au fond, c'est pas évident de trouver quelque chose fondamentalement d'hyper haussier, si ce n'est finalement peut-être aussi quelque chose de technique. Vous avez sous les yeux ici l'indice de Vise, le Kiwi Index, qui au fond bien se reprend là aussi depuis un niveau de support, qui donne un certain nombre de signaux intéressants, et on peut finalement avoir une approche en range sur ce dollar néo-zélandais, rebondissant finalement à partir d'un niveau de support qu'on retrouve à 0,7680 face au dollar américain. Donc moi en ce qui me concerne, concernant le NZD-USD, on vous l'a conseillé, vous le savez, vendredi dernier à l'achat, au test de ce support ici à 0,7687. Je pense qu'on a atteint un bel objectif de cours à 0,79. L'achat est confirmé là, puisque justement on a cassé la Kijun. Voilà. D'accord, donc là, non seulement ça a été cassé, contrairement à l'USD où on casse seulement aujourd'hui, le NZD a cassé hier, et ça a été testé aujourd'hui. Par contre, le petit bémol, c'est le nuage qui est au-dessus. Il va falloir qu'il s'attaque à ce nuage-là. Par contre, vous voyez que la lagging span à gauche, ici la lagging span traverse ses prix, donc ça y est, maintenant elle est dégagée. Donc le premier objectif, puisque elle est dégagée, le premier objectif, c'est la ligne rouge, là, pour faire simple, c'est effectivement ce niveau-là. On devra aller chercher ce niveau-là. Et si on casse ce niveau-là, vous voyez qu'après, c'est bon. Donc une fois qu'on sera passé de l'autre côté du nuage, ça veut dire que clairement, on est passé aussi sur cette paire, de façon définitive. Voilà, bon après simplement, revenons sur simplement les éléments techniques, on réagit sur un niveau de support majeur, on avait des divergences haussières de momentum, voilà, un certain nombre de choses, et puis lorsqu'on affine un peu en intraday, pour revenir sur la séance de vendredi dernier, il y a quelque chose qui m'avait plu, c'était justement donc une cassure intraday de ce fameux niveau des 0,7687, une reprise, finalement on ne confirme pas, on revient tester le niveau et derrière ça part, donc finalement le signal, je dirais, était donné le 7 novembre ici sur ce chandelier 4 heures qui a donc eu lieu entre 11h et 15h, et là on était en fait en début de session US quand le marché revenait ici, donc alors laisse ton 4 heures. Ouais. Alors la différence, vous voyez par exemple en chartisme classique et en Ishimoku, c'est que Vincent vous dit que le signal haussier avait été donné à ce niveau-là, on pouvait passer acheteur. Alors le NZD, il faut savoir que c'est une devise qui est très peu liquide, donc tout mouvement sur le NZD donne énormément de mèches, vous voyez déjà c'est un actif qui soit ne fait vraiment rien, soit va mêcher énormément, donc c'est une paire c'est une devise qui se traite très bien en Ishimoku, parce que justement elle va nous donner les certitudes entre guillemets par rapport à des mouvements. Vous voyez que là où nous avons une forte mèche, derrière on a retracé en dessous de la Tenkan, donc l'entrée n'était pas forcément optimale.
D'un point de vue Ishimoku, je dis bien, parce qu'à l'arrivée on voit bien que c'est monté, donc je ne vais pas dire qu'il ne fallait pas acheter. C'est-à-dire que moi, en tant que trader avec Ishimoku, je n'aurais pas acheté ici. Je n'aurais pas acheté non plus ici, puisque j'ai une Kijun qui approche. Pour moi, c'est vraiment cette cassure-là qui me valide vraiment que cette paire-là, elle part définitivement à la hausse. Donc je vais rentrer effectivement plus tard, par exemple, que Vincent, parce que je vais attendre cette validation-là. Mais par contre, quand j'ai cette validation-là, je sais que c'est parti. Et vous voyez, c'est parti, on vient retester la Kijun, on a une clôture enfin, mais cette mèche-là vous dit que ce n'était pas grave. Et là, on repart le lendemain, on recasse. Donc le signal potentiellement baissier, mais ce n'est pas un signal baissier vraiment qui est à prendre en compte, on repart dès le lendemain. Et là, vous voyez qu'après, derrière, c'est reparti. Donc la différence entre nous deux, ça va être ça, c'est que Vincent va pouvoir rentrer plus tôt par rapport soit à un récit, soit par rapport à des niveaux chartistes de ce type-là. Moi, je rentrerai plus tard, mais je rentrerai avec plus de certitude, on va dire. Donc c'est pas forcément négligeable. Sur certaines paires, je dirais que bon, ça peut être pénalisant, ça oblige à augmenter la taille de la position, ça peut être pénalisant. Par contre, sur les paires type, tout ce qui est en NZD par exemple, c'est important. Parce qu'on peut avoir des choses comme ça, des fausses cassures. Dans Ishimoku, on va les lire extrêmement bien. Voilà. En tout cas, là, c'est propre. Hein, oui, c'est propre, là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Est-ce que, d'après toi, une autre paire en dollars serait susceptible de profiter, autre que l'USD-CHF, de ce qui serait une respiration sur l'USD? Exactement. Non, moi, personnellement, je ne jouerais que les deux paires pacifiques dont on vient de parler et l'USD-CHF. Parce que le GBP-USD, par exemple, hein, si on fait le tour un peu des paires en USD, alors l'USD-Yen, je ne peux pas en parler parce que je ne le trade absolument pas, je n'aime pas du tout les paires en Yen, donc je n'en parlerai pas. Le GBP-USD, le problème c'est qu'il y a l'effet USD, mais il y a aussi l'effet GBP, donc c'est une paire, je dirais, lourde. Hein, l'euro-dollar est impacté toute la journée par toutes les nouvelles diverses et variées, donc c'est pour ça que c'est une paire très pénible à trader. Et le GBP USD, il y a un effet USD, mais il y a aussi un effet GBP qu'on ne peut pas enlever parce que la Banque d'Angleterre est une banque extrêmement dynamique qui a un grand poids et personnellement je n'irais pas jouer ça sur cette paire là. Une baisse de l'USD, oui, une baisse de l'USD va faire monter le GBP USD, mais comme le GBP a aussi de gros problèmes, on l'a entendu hier avec le carnet de la Banque d'Angleterre, avec les problèmes d'inflation, etc., il y a eu un fort mouvement vendeur sur le GBP, donc il faut vraiment prendre en compte les deux et c'est difficile. Voilà, si on ne maîtrise pas vraiment les données économiques du GBP et l'USD, c'est difficile à trader, donc je n'irai pas jouer ça sur cette paire-là. Alors est-ce que tu as envie d'évoquer une autre paire de devises J'en ai pas particulièrement. On peut regarder, si on parle du GBP, le GBP NZD qui a fortement chuté hier par exemple. Hein. Voilà, parce que ça a été l'effet GBP. Si on trade par exemple une nouvelle économique britannique, on veut trader le GBP NZD est une bonne paire. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous avez le marché britannique qui est ouvert, le marché européen, le marché NZD, lui, il est fermé. Hein. À ce moment, les Néo-Zélandais dorment, donc il n'y a pas de mouvement sur le NZD. Et pour trader, quand on veut vraiment trader que du GBP, c'est une bonne paire à utiliser. Et hier justement, comme on a eu les statistiques à 10h30 qui ont permis de jouer une correction sur cette paire-là, hein, à l'achat, puisque la statistique a permis de faire bondir cette paire, mais après derrière c'était vendeur, parce que compte tenu du discours de Carnet, ça ne faisait que renforcer le côté baisse du GBP. Comme le NZD est absent, vous avez tout, vous concentrez vraiment dans le GBP, tout ce qui concerne le GBP. Donc c'est une paire que j'aime beaucoup. Alors pour le moment là, il y a eu un sell-off vraiment formidable hier. On atteint quand même des niveaux. On a 3 bougies rouges, donc j'envisage quelque part une remontée. Alors une remontée jusqu'ici, je ne sais pas trop. Je serai très prudente sur l'ampleur de la correction parce que mine de rien ça continue à baisser. Hein, cette bougie là pour le moment est plus forte que celle-là, donc c'est quand même un mauvais signal. Et vous voyez que là on a un support à 1,98, voire si le sell-off continue à 1,97. D'accord. Donc là le GBP NZD c'est une paire qui est difficile. Hein, sous l'air un peu facile en disant je joue le GBP dessus, attention, le NZD est très peu liquide, donc les mouvements sont amplifiés. Si on regarde l'actif de façon comme ça, de façon générale, vous voyez qu'il y a énormément de mèches.
Donc il faut, ceux qui vont faire de l'intraday, il faut s'accrocher parce que vous pouvez avoir des forts mouvements, ça va décaler de 20 points, mais ça va rétrocéder facilement de 30 points. Donc il faut avoir les nerfs solides. Et quand on fait du plus long terme, vous voyez que vous avez énormément de mèches. Donc pour ceux qui vont placer des stop-loss, il faut vraiment mettre des stop-loss qui sont larges. Donc moi personnellement, j'en mets pas parce que sur cette paire-là, on se fait sortir invariablement. C'est une paire qui est très intéressante, mais qui est difficile. Ok. Mais intellectuellement, elle est intéressante. Alors, on passe aux indices boursiers. Voilà, on passe aux indices. Puis après, on répondra aux questions. Alors, les indices boursiers, on en parlait un peu avant avec Karen. En clair, le message d'ensemble, il est compliqué. Les marchés actions US, c'est bullish et over bullish. On verra avec des exemples comme les indices Nasdaq, mais aussi le Dow, le SP500. Et finalement, on a envie d'acheter que les supports. Oui. Les marchés actions européens, ils sont quand même entre 5 et 6% en deçà de leur précédent sommet annuel. Et finalement, lorsqu'on les voit à moyen terme, on a plutôt tendance à se méfier, ou en tout cas à vouloir rester à l'écart, surtout après cette reprise qui dure depuis 3 semaines. Et donc on a un ensemble finalement qui manque de cohérence, et finalement d'une certaine façon on a l'impression que le marché action commence à se comporter un peu comme le marché d'échange, c'est-à-dire qu'il y a des zones géographiques maintenant qui sont très différentes les unes des autres. Et au fond, sur le marché d'échange, on a un dollar US qui peut être fortement haussier, et donc là un euro baissier, un GBP aussi qui est sous pression pour des éléments fondamentaux. Et bien finalement, le marché action US peut être haussier pour des éléments qui concernent l'économie US. Donc fondamentaux. Alors que des indices actions européens, à l'image du MIB, de l'Eurostoxx 50, peuvent être plus fragiles à moyen terme, en relation directe avec les fondamentaux propres à la zone euro. Donc ce qu'on vous propose, c'est de les analyser zone géographique par zone géographique, sans vous donner un message d'ensemble. Et on va commencer par le SP et le Dow. C'est haussier. C'est haussier, il n'y a rien à dire. Beaucoup doit dire que c'est haussier. Oui, s'il disait le contraire, on s'inquiéterait sur l'indicateur. Alors, on va mettre que le SP500 comme ça, ce sera plus simple, on y verra plus clair. Et donc juste ajouter l'Ichimoku. Et qu'est-ce que l'Ichimoku nous dit sur cet indice? L'Ichimoku, il dit que c'est haussier, voilà. Il n'a pas grand chose d'autre à dire. Voilà, donc si on prend le SP, on a eu donc une correction qui s'est faite ici, on a cassé le nuage, on est passé en dessous, on est venu chercher un niveau critique, vous voyez que c'est le niveau qui se situe à ce niveau-là, sur ce niveau-là, on est venu chercher ce niveau, on a eu une très belle réaction, on est reparti, on casse le nuage et maintenant c'est reparti à la hausse. Le SP, de toute façon, il fait des nouveaux plus hauts, contrairement justement aux indices européens, le SP fait des nouveaux plus hauts, le Dow fait des nouveaux plus hauts, le Nasdaq idem, donc l'économie américaine est en bonne santé. Donc les indices sont haussiers. Alors on voit effectivement que ça commence à fatiguer un peu par rapport à cette hausse qu'on a eue ici qui était très puissante. Là on voit bien qu'on atteint, mais bon voilà, on est sur une trendline. Hein. Donc en point de vue chartisme, c'est pas innocent, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Mais vous voyez que là, dans la journée d'aujourd'hui, pour le moment, la trendline ne va peut-être pas tenir. Hein. Donc il y a encore des chances qu'on continue à partir à la hausse. Donc l'Ichimoku il dit strictement rien, lui il dit c'est haussier et puis c'est tout quoi. Quel serait un niveau d'achat sur repli? Un niveau d'achat sur repli, là j'ai envie de dire, on a la Kijun qui est ici, mais je ne pense pas que ça redescende jusqu'à ce niveau-là. C'est beaucoup trop bas. Disons que si on revenait chercher ce niveau-là, ça serait, je dirais, ça voudrait dire que cette hausse enfin se termine, hein, si on peut dire, parce qu'elle est tellement longue qu'on n'en voit pas le bout. On dirait, ah oui, ça y est, on a enfin terminé donc le mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Ça voudrait dire qu'on commence à attaquer un mouvement correctif qui sera beaucoup plus long. Hein, ça, c'est une correction, on attaquera une baisse. Donc la baisse, elle ne sera validée qu'à la cassure de la Kijun. Donc pour le moment, je n'ai... Voilà. Vous voyez que là, la Tenkan est haussière, elle a une belle pente. La Kijun continue à monter. Et là, en plus, elle risque de passer par ce niveau-là, donc valider définitivement hausse. Alors ça, c'est extrêmement tardif, hein, c'est pas quelque chose qu'on va regarder pour valider vraiment, mais ça nous donne un poids supplémentaire, comme quoi le SP, oui, peut corriger, peut faire, je dis bien une correction, pas une baisse. Pour moi, l'idée, elle est là. Donc là, pour le moment, le support, il est à 2026. Ah, c'est la Tenkan aussi, simplement. Après, éventuellement, on peut redescendre jusqu'à ce niveau-là. Je ne le vois pas descendre beaucoup plus bas. D'accord. Donc je pense que le message là il est clair sur les indices US. Maintenant on va regarder les indices européens, ces fameux indices européens, oui. Pour voir que la situation est un peu différente justement parce que eux ils ont pas retracé 100% de toute la baisse. Ça reste fragile quand même l'ensemble. On a plutôt l'impression que
Ça peine vraiment, mais bon, c'est l'environnement économique qui fait ça. Hein. On peut pas. Il y a une certaine logique quand même. Hein. Il y a une logique fondamentale. Il y a une logique fondamentale. Hein. Donc là, on les retrouve, ces indices européens. Alors, on comprend qu'après 1, 2, 3, 4 semaines de rebond, on arrive quand même sur des points importants. Il faut que ça confirme. Qu'en penser? On peut prendre le DAX, je pense. C'est un indice que tu apprécies. On va ajouter l'Ishimoku dessus. L'Ishimoku sur le DAX. Et que nous dit Ishimoku sur le DAX? Alors Ishimoku sur le DAX, il est très parlant parce que là, on a eu une correction. Donc je dis bien, c'est une correction. On est venu chercher le bas du nuage. La clôture ici était un signal que la correction était terminée, parce qu'on a tenté de casser, ça n'a pas marché et on finit sur un marteau. On repart en 3 bougies, vous voyez. Alors la troisième bougie, donc on s'attend à du rouge derrière, c'est ce qui s'est passé, hein, et on continue. Et vous voyez qu'on est venu chercher le haut du nuage. Et on a la Kijun qui est en train d'être testée, mais ça fait déjà 2 semaines qu'elle est testée. En principe, on aurait dû avoir cette bougie-là, ça c'était normal. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Celle-là est plus embêtante parce que ça ne repart pas. Ça ne repart pas. Par contre, on a un double support qui est ici, avec une Kijun et une Tenkan, donc qui font support, vraiment. On a la trendline qui arrive derrière, et on est quand même sur le haut du nuage. Là où j'attire votre attention, au point de vue Ishimoku, et c'est là où cet indicateur donne des choses quand même très intéressantes, c'est ça. C'est la lagging span qui ne passe pas sa Kijun. Or, on sait qu'en Ishimoku, ça c'est un signal, et ça c'est une validation. Et on a un signal d'achat. On a eu un signal d'achat donné dans le nuage, donc attention, ce n'est pas un signal d'achat fort puisqu'on est dans le nuage. On a un signal d'achat ici, mais que pour le moment, la lagging span n'arrive pas à confirmer parce qu'elle ne casse pas sa Kijun. Donc le niveau ici des 360 est un niveau très intéressant. 9360, hein, je vous passe les 9000. 360 est un niveau très intéressant parce que c'est ça. À partir du moment où le niveau des 9360 est cassé, ça veut dire que mes prix vont aller chercher, vont sortir du nuage, donc ils repassent haussier. D'accord, là pour moi ils sont neutres, ils n'ont jamais été baissiers, attention, ils n'ont jamais été baissiers, ils sont baissiers là-dessous. Là ils sont en zone neutre, donc ça prouve bien ce que ça veut dire, hein, c'est neutre. Et là, la lagging span, il faut qu'elle passe sa Kijun. Par contre, si elle passe sa Kijun, là on est en hebdomadaire, donc cette semaine je ne le sens pas trop bien, on va dire peut-être la semaine prochaine, hein, ou alors on peut avoir une troisième rouge la semaine prochaine qui vienne nous chercher la trend, d'accord, qui casse ce double support, et là il faudra être extrêmement prudent, il ne faudra pas vendre comme un malade, parce qu'il faudra vraiment attendre la clôture de cette bougie, on n'est pas à l'abri du tout qu'on vienne chercher ce niveau-là, on vienne tester ce niveau-là, et qu'on clôture en semaine au-dessus. Et à ce moment-là, ça sera un signal haussier, parce qu'elle passera. Et quand elle passe, vous voyez qu'on a de la marge à la hausse. Après, elle n'a plus rien, elle va effectivement avoir ce mur de bougies qu'il va falloir qu'elle négocie. Si elle arrive à ces niveaux-là, ça sera mieux que si elle arrive à ces niveaux-là, c'est clair. Hein, ça sera plus facile de passer par là que de passer par là. Mais là, pour le moment, le niveau stratégique, c'est 9360 pour cette cassure. Premier objectif à 475, donc c'est un niveau, si les gens me suivent, c'est une droite rouge qui est sur mes graphiques parce que c'est un niveau d'importance, hein, voilà, c'est une très forte Kijun. Donc 475 est cassé, on va aller chercher les plus hauts. On ira chercher les plus hauts. Maintenant, si ce niveau-là lâche, ici, ce double support avec la trendline, si ça lâche, là, ce sera plus embêtant. Il faudra vraiment revoir sa stratégie haussière. Voilà, ça sera un peu mon commentaire. Donc, on est entre deux eaux. Hein, les prix sont dans le nuage, c'est à l'équilibre. On attend une décision. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire à part de l'intraday. D'accord. Donc, pour faire une synthèse, les marchés actions européens, c'est neutre et un peu fragile. Enfin, en tout cas, c'est plus neutre. Oui, c'est neutre. C'est neutre, on est dans le nuage, c'est neutre. On s'interroge sur le moyen terme. Les indices US, il n'y a pas il n'y a pas de doute, c'est haussier. On a fait des nouveaux plus hauts, ce qui n'est pas le cas si on regarde cet indice-là. On ne fait pas de nouveaux plus hauts. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment... Je vais juste vous montrer d'ailleurs quelque chose purement de l'analyse technique, mais qui permettait de se positionner par exemple sur un indice comme le Nasdaq, qui est hyper haussier. Prenez le Nasdaq 100 ici en données journalières, vous avez les précédents sommets annuels, alors qu'ils ne sont pas des sommets historiques, parce que les indices Nasdaq sont allés beaucoup plus haut en 2000. En 2000, oui. Et donc vous prenez cette journée du 31 octobre, on fait une cassure haussière, et le 4 novembre, un pullback. D'ailleurs, je crois au point près, à 4125, et ça relance. Donc, finalement, dans des marchés haussiers comme les marchés actions US, eh bien, acheter les pullbacks, acheter les vrais supports. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est une stratégie qui est en termes de probabilité fortement gagnante. Tout à fait. Et regardez encore aujourd'hui l'indice Nasdaq 100 qui s'apprécie. Alors là on en parle du Nasdaq 100, vous le voyez s'apprécier. Par contre soyons bien clairs d'une chose, l'achat au niveau actuel des cours n'a juste aucun sens du point de vue du timing. Tout à fait. Il n'y a pas de support. Il n'y a pas de support. Ah oui, non, là on est déjà, en plus on est déjà à 4 bougies bleues, là, donc la troisième est quand même assez...
Enfin 4-3, on va dire 3 à partir de la cassure. Donc là, voilà, la Tenkan elle est là, vous voyez qu'elle est fortement pentue, hein, je veux dire, clairement c'est haussier, point. C'est définitivement. Hein. Alors si on regarde sur unité plus longue, voilà, sur unité plus longue, on a eu une hésitation la semaine dernière, hein, voilà, la cassure. On est venu tester la cassure, hein, c'est vraiment classique de chez classique. Et puis bah voilà, on est en train de repartir. Donc, alors ceci dit, ça c'est un RSI 14, le RSI 5, moi je dois certainement être en zone acheteuse par contre. En fait, ce qui est compliqué, c'est que bon, les marchés actions US sont bullish. Après, si davantage de hausse il y a, bon, je pense qu'après une hausse verticale comme on a eu depuis 3 semaines, ce sera peut-être un peu plus poussif. En Europe, c'est un peu plus fragile. L'Eurostoxx 50, il faut se méfier parce qu'il est pondéré en valeur bancaire et notamment du sud de l'Europe, ce qui peuvent donner une image biaisée parce que si vous prenez par exemple l'indice MIB, le MIB lui, si le MIB représentait la tendance générale des actions européennes, eh bien on aurait plutôt envie de rester à l'écart, oui. Hein, ou de vendre, voilà. Ou de le vendre. Mais l'IBEX lui est dans une situation différente, donc il faut se méfier, je pense, actuellement de l'Eurostoxx 50 et peut-être se concentrer sur du CAC ou du DAX, puisque dans l'Eurostoxx 50, il y a des bancaires italiennes, il y a des bancaires européennes et qui sont actuellement un secteur en souffrance, et qui peuvent biaiser peut-être la vue générale. Ça biaise les indices, quand on étudie des indices, les comparer c'est bien, mais il faut regarder ce qu'il y a dedans. Hein, donc ne serait-ce que par exemple entre le CAC et le DAX, ok c'est la même zone et on a une frontière commune, mais la composition du DAX et la composition du CAC n'est pas la même, donc vous pouvez avoir un CAC qui va traîner et un DAX qui va flamber, même si a priori on se trouve dans la même zone économique parce que la composition n'est pas la même, c'est tout. Donc là c'est pareil, comme dit Vincent, c'est vrai que l'Eurostoxx, moi je le regarde très peu à cause de ça, c'est parce que c'est les pondérations qui me plaisent pas, je préfère regarder les indices individuellement, les étudier individuellement plutôt que de prendre un panier d'indices qui finalement n'a pas beaucoup de sens. Alors petit aparté pour confirmer un peu tout à l'heure ce qu'on pouvait vous proposer sur la UD-USD, vous avez en weekly une belle divergence haussière qui se matérialise, qui a besoin de confirmation. On a quand même quelque chose de favorable qui je pense permettrait au moins de revenir chercher 0,88 disons ici. Bon ça mérite bien sûr confirmation quoi. En tout cas voilà, c'est quelque chose de sympa. Alors on va voir le CAC, il y a une personne qui demande le CAC. Le CAC 40, on va mettre ici là-dessus. Oui, parce que je ne sais même pas à quoi ça ressemble, je ne le suis pas du tout, donc je ne sais même pas. Alors oui, on va voir. En Ishimoku parlant, hein, il est très neutre. Voilà, parce qu'on est vraiment dans le nuage. Autant, vous voyez, on a vu tout à l'heure que le DAX, on était proche de la sortie du nuage, autant le CAC, lui, il n'est pas proche de la sortie du nuage. Et alors, le CAC, il est au centre de son nuage, coincé autour de sa Kijun. Donc, plus neutre que ça, il n'y a pas. Définitif. Donc là, voilà, c'est quoi? C'est l'hebdomadaire que tu as mis? Oui. Donc cette semaine, bah voilà, il se coince dessus. Il a un double support. Bah ça c'est mathématique, j'ai envie de dire. Hein. Il a un double support comme le DAX. Vous voyez que par contre, la lagging span est beaucoup plus loin de sa Kijun. Et donc le CAC, je serais moins. Autant le DAX, je l'envisage, je peux l'envisager à la hausse. Autant le CAC, je le trouve moins sympa pour envisager une hausse, mais j'envisage pas une baisse non plus parce que j'ai un double support, parce qu'il y a le niveau des 4100, donc les 4100 qui sont classiques pour Vincent. Vous voyez que pour moi, ça correspond à la lagging span qui viendrait buter sur le nuage. Hein, donc on retrouve entre Ishimoku et chartisme classique, on trouve les mêmes niveaux. Hein, parce que là, on est sur les graphiques de Vincent, on projette un Ishimoku et vous voyez qu'on a exactement les mêmes niveaux. Donc on a eu le même mouvement par rapport au DAX, mais vous voyez que le CAC lui avait clôturé son marteau, il l'avait clôturé en dehors du nuage, alors que le DAX, on a clôturé à l'intérieur. Donc c'est ce que je venais de vous dire, entre deux indices, le CAC et le DAX, même si on est dans la même zone, même si on est les uns à côté des autres, etc., vous voyez bien qu'on n'a pas du tout la même configuration au niveau des indices. Et autant là, le DAX, j'aurais peut-être envie de l'acheter, sur confirmation, j'aurais peut-être envie, autant le CAC, j'ai pas envie. Il est plus baissier. Alors c'est sûr qu'à court terme, aujourd'hui on a des réactions sympathiques sur le 20 jours, mais nous verrons ça plus tard. Est-ce que tu souhaites parler d'autre chose? Non, je pense qu'on va peut-être regarder éventuellement si oui. Voilà, s'il y a des gens. Alors il y a beaucoup de questions, donc maintenant on se dirige vers vos questions. Alors le son, tout ça marche, voilà. Alors, ok, merci beaucoup pour ce commentaire.
Alors, le pétrole, voilà, donc le pétrole c'est fait. Alors Luc qui pose la question par rapport aux stocks et les prix. Bon, si les stocks impactent forcément les prix, mais ça va être ponctuel. C'est-à-dire que si les stocks sont bons, voilà, les prix montent ou baissent. Et si les stocks sont mauvais, les prix montent ou baissent. Je peux pas vous dire l'un ou l'autre parce que de toute façon les marchés ne réagissent pas forcément de la façon dont on s'y attend. Donc voilà. Mais il faut bien voir que les statistiques quand elles sortent, c'est un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire que ça va agiter les marchés sur un moment donné, mais une tendance de fond elle reste. Donc vous pouvez très bien avoir un pétrole qui monte sur des stocks qui tombent, ça ne veut pas dire que ça va pas sur la bougie de 4 heures ça va monter et puis la bougie de 4 heures suivante ça va reprendre sa tendance parce qu'il y a quand même toujours une tendance de fond. Donc méfiez-vous, une statistique, surtout des statistiques de stock qui tournent toutes les semaines, elle ne va pas vous bouleverser fondamentalement le prix du baril, surtout après ce que je vous ai expliqué concernant les politiques américaines et d'Arabie Saoudite ou de l'OPEC, ça ne va pas changer fondamentalement la donne. Hein. Donc il y a une différence entre jouer une statistique, le moment où la statistique sort et on est acheteur-vendeur au moment où ça se passe, et le trend de long terme, ou le moyen terme, je veux dire. Alors quelqu'un qui me demandait le gaz. Alors le gaz. Le gaz. Alors le gaz, je pense qu'on a proposé un bon suivi. Moi je me suis assez exprimé. Oui, moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Hein, j'avoue que. Alors la seule chose que j'ai vue, quand c'est reparti à la hausse, c'est ce mouvement-là. Hein. J'avais alerté, quand on suivait avec Nicolas, j'alertais sur ce niveau-là qui, vous voyez, a été travaillé. Hein. Donc c'est une SSB qui est dans le prolongement de cette Kijun qui est très longue, donc c'est un niveau qui était très fort. Et là, on avait une faiblesse de nuages avec deux twists. Un twist ici, donc je m'attends éventuellement à la lagging span. Ma première alerte, c'était attention, la lagging span peut passer par là, donc on est prudent sur les achats. Et là, on va retrouver à peu près le même schéma d'ici peu. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu un fort mouvement acheteur sur deux bougies. Vous voyez que déjà, ça ne confirme pas sur une troisième. Déjà, c'est la première alerte. Ça ne confirme pas. Pourquoi? C'est la lagging span. Vous voyez, si je prends la mèche ici, c'est la lagging span qui est montée dans les bougies et qui a été refoulée par les bougies. Et on est en train de faire une deuxième rouge sur cette semaine. Alors attention à la clôture hebdomadaire. Une clôture hebdomadaire au-dessus de la Kijun pourrait maintenir le mouvement haussier et envoyer les prix jusqu'à ce niveau-là. Attention à ce niveau-là, c'est une SSB qui est costaud. Mais on a une faiblesse derrière, d'accord? Donc si la météo américaine devenait effectivement très froide, on pourrait s'attendre à remonter là-dessus, voire à casser bien au-dessus. Donc là, à ce moment-là, tout est permis. Hein. Mais pour le moment, vous voyez qu'on a eu une impulsion haussière qui nous a sorti de ce range, mais ça demande confirmation. C'est assez pénible. Alors là où j'attire votre attention, c'est ça, c'est ce mouvement qu'il y a eu ici, et là où est intéressant l'Ichimoku, c'est-à-dire qu'on était en range, on a finalement cassé ce niveau-là sur une semaine, et la semaine suivante, le niveau a été totalement invalidé. Donc là, effectivement, on avait un très bon point d'entrée, un très bon niveau d'achat. Donc quand Nicolas a dit s'est positionné à l'achat sur cette bougie-là, il avait entièrement raison, parce que Ichimoku-ment parlant, on repassait au-dessus de ce niveau-là, qui était un niveau stratégique. Et vous voyez qu'on est venu chercher ça. Simplement ce petit niveau-là en test. On a testé et maintenant on repart tester là-haut. Maintenant, je vous dis, moi ce qui me gêne, c'est ça. C'est cette bougie hebdomadaire qui est quand même très forte. Alors que les États-Unis ont déjà des grosses périodes de froid, notamment autour de Minneapolis. Là, il y a eu déjà de très fortes chutes de neige, etc. On rentre déjà dans le froid aux États-Unis et malgré tout, on est en train de baisser. Donc là, c'est pareil. N'oubliez pas qu'il y a l'effet dollar qui joue. C'est exprimé en dollars. Donc il ne faut pas oublier l'effet dollar, mais ça me gêne beaucoup. Donc là, j'ai un niveau ici à surveiller en fin de semaine. C'est la Kijun. Est-ce qu'on clôture au-dessus? Si on clôture au-dessus, on peut envisager que ça continue plus haut. Par contre, si on continue en dessous, le prochain support, il est à 4,036 qui est la Tenkan. Et là, si ça lâche, j'ai bien peur qu'on revienne dans un range, voire carrément, vous voyez qu'ici on a un twist, donc c'est 1, 2, 3 semaines, d'accord? Dans 3 semaines, ça peut repasser là-dessus. Voilà, donc si jamais le froid américain s'arrêtait et qu'on repasse au soleil 25 degrés à Chicago, par exemple, on pourrait s'attendre à ce que ça passe en dessous. Ça casse. Non, ce serait le dérèglement climatique fort là. Descend 25 degrés à Chicago. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors,
Alors, Nishimoku, c'est la cassure de la Tenkan par les prix ou par la lagging span qui déclenche le trade. Je suis paumé, merci. Donc, monsieur visiteur, je vous invite, sans vouloir vraiment faire de pub, mais à lire les pages pédagogiques qui sont sur FXM concernant Nishimoku, déjà. Après, j'ai écrit un livre qui est bien fait point de vue pédagogique. La Tenkan n'est qu'une alerte. Donc, on ne trade pas la Tenkan. La Tenkan ne sert uniquement d'alerte. Là, je l'ai dit, par exemple, je viens de le spécifié sur le gaz, c'est-à-dire c'est la Kijun qui va me donner l'information si les prix risquent de repartir à la hausse ou risquent de partir à la baisse. La Tenkan, dans ce cas-là, est le dernier rempart. C'est une alerte dans un sens, c'est un rempart dans une autre, mais on ne trade pas la Tenkan. Alors, quand on a lu que donc Rudy de Jersey, la RBNZ n'envisage pas de remonter ses taux dans les 2 années à venir si ma mémoire est bonne et souligner la force insoutenable du kiwi par rapport au USD. Les fondamentaux sont bien équilibrés pour fuir de la baisse à moyen terme. Donc je suppose que vous parlez de la baisse du NZD. À moyen terme peut-être. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et il faut quand même... tu l'as pas. Si, NZD, USD, là. Voilà. On a eu quand même une vente. Pour le moment, je ne suis pas baissière sur le NZD parce que les taux d'intérêt, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas, voilà, une divergence haussière, voilà, de base. Et puis, il n'y a pas que les taux d'intérêt qui font bouger une monnaie. Il y a aussi la politique générale d'une banque centrale. Et les politiques de banque centrale ne se font pas uniquement avec les taux d'intérêt. C'est l'outil principal, au même titre que le quantitative easing. Ce sont des outils principaux, mais il n'y a pas que ça dans une politique monétaire. Et puis, il y a une économie derrière une monnaie, de toute façon, donc voilà. Alors, Gold a retracé 61% de Fibo le niveau, puis remonte aussi la Tenkan Daily est cassée. On va voir ça. Tenkan Daily est cassée, qu'en pensez-vous de la suite? Alors, la Tenkan. C'est ouvert, couleur de l'espoir. Voilà. Très à jour, mais on va. Alors voilà, on fait beaucoup des lignes. Alors, comme l'or, je ne le suis pas. Je veux dire là, cassure de Tenkan, je ne sais pas où vous voyez une cassure de Tenkan, parce qu'en fait c'est pas les prix qui ont cassé la Tenkan, c'est la Tenkan qui a baissé. Donc déjà c'est un petit peu, voilà, c'est un peu douteux. Moi j'ai envie de dire que l'or, de toute façon pour le moment, son problème c'est essentiellement l'USD. C'est l'USD qui drive l'or, comme l'USD ne fait rien, et ben l'or ne fait rien non plus. Alors je voudrais rajouter quelque chose de fondamental dont j'ai parlé avec Vincent tout à l'heure par rapport à l'or, c'est qu'à la fin du mois il y a un vote, un référendum suisse. Vous savez qu'en Suisse c'est très démocratique, donc tout se fait par référendum, et on demande aux Suisses à la fin du mois, est-ce que vous voulez qu'on garde l'or dans les caisses de la banque centrale, voilà. Alors pourquoi cette question? Parce que la Suisse s'aperçoit que l'or grosso modo ne sert plus à rien, et que par contre d'être obligé de garder dans ses caisses des montagnes de lingots empêche d'acheter des devises pour permettre à la Suisse ou à toute autre nation d'ailleurs de pouvoir intervenir sur sa propre devise. Donc si vous avez de l'or qui sert à rien mais que vous ne pouvez pas acheter de dollars ou du CHF ou je ne sais quelle autre monnaie pour défendre votre monnaie, ça vous pénalise. Et là justement actuellement la banque suisse a des soucis, veut respecter un PEG avec l'euro et n'a plus de moyens d'intervention pour maintenir ce PEG avec l'euro. Et la seule façon de pouvoir maintenir ce PEG, c'est de se débarrasser de son or pour pouvoir acheter de l'USD et de l'euro et pour pouvoir maintenir ce PEG. Donc c'est la question qui est posée aux Suisses à la fin du mois. Alors là, il y a deux informations. La première, c'est que si les Suisses disent non, l'or ne nous intéresse plus, il y a de fortes chances pour que là, on ait des mouvements sur l'XAUSD qui seront liés à l'XAU et non plus à l'USD. C'est la première information. La deuxième information, si ce référendum est donc bien négatif, ça signifie, ça donne un message mondial, et non plus seulement suisse et européen, c'est un message mondial comme quoi l'or n'est plus une valeur refuge, puisque imaginez, la Suisse, on sait ce que représente la Suisse, point de vue refuge d'une façon générale, neutralité et tout ce qu'on peut mettre derrière ce nom-là, à partir du moment où l'or va être considéré comme non-valeur refuge et qu'on peut balancer sur les marchés comme ça, n'a plus d'intérêt pour une banque centrale d'être dans ses coffres, ça veut dire que l'XAU va devenir une matière première comme l'argent, le palladium, le platine, que sais-je. Ça va être une matière première qui sera utilisée dans l'industrie, dans la bijouterie, etc. Mais ce n'aura plus ce symbole de valeur refuge qu'on a pu avoir les années précédentes.
où voilà, les marchés baissaient, les marchés baissent, j'achète de l'or pour me protéger de la baisse des marchés, ou je m'achète de l'or pour me protéger de l'inflation. Non, maintenant ça ne marchera plus comme ça. Donc c'est une information à prendre en compte, et ça va être une information à prendre en compte sur les mouvements de l'XAU-USD, donc d'ici la fin du mois. Alors pour le moment, je reste baissière sur l'or, parce que on a des informations vraiment baissières. Alors un pullback, pourquoi pas, hein, Vincent a changé le graphique, donc là t'as mis c'est le log. C'est le gold en log. Voilà, en log mensuel. Donc on est en train de faire un marteau là sur le bas, donc effectivement en mensuel on peut s'attendre à ce que le mois prochain éventuellement ça remonte, tester cette trendline, mais vous voyez que la trendline c'est une trendline qui est extrêmement forte. Donc je vois bien un test, en plus on a cassé un range là, on a cassé un range, donc il faut que ça soit testé, il faut le valider. Par contre, une fois que ce test sera fait, voilà, Vincent a mis 1000, en Ichimoku on a exactement les mêmes niveaux, 1047, ce qui traîne un petit peu dans tous les tuyaux divers et variés, c'est exactement 1045, hein, entre 1047 et 1041, que vous preniez de l'Elliott, de l'Ichimoku, de l'harmonique, enfin n'importe quelle technique d'analyse, grosso modo, c'est vraiment ces niveaux-là. On va le mettre en mensuel. Voilà, en mensuel, vous voyez ce qui se passe, hein, l'information elle est quand même là, c'est qu'on a traversé le nuage, tentative de reprise, et ça a yoyoté sur le bas du nuage depuis des mois, hein, parce que là c'est novembre 2013, donc depuis qu'on est arrivé ici, ça yoyote sur le bas du nuage, ça n'arrive même plus à pénétrer le nuage pour aller chercher la Kijun, et là définitivement on repart carrément à la baisse, hein, on casse quand même les derniers points bas. Donc alors là, voilà, le niveau suivant, pour le moment ça se trouve un petit peu par là, hein, voilà, 1067, donc c'est pas de la haute précision, 1050, c'est ce que Adrian propose aussi, hein, donc vous voyez à 1047, 1050, on est dans ces eaux-là, c'est la lagging span qui descendra là, après il faudra casser cette trendline. Le truc. Mais là, pour le moment, de toute façon, techniquement parlant et point de vue Ichimoku, on est en tendance baissière puisqu'on est bien sous le nuage. Il ne reste plus qu'elle à passer, là c'est fini. Et donc là, après, hein, si je veux vous faire un scénario catastrophe, je vous mets 720 $ et puis après 525. C'est pas impossible. Ça va prendre des années peut-être, mais c'est pas impossible. Voilà. De toute façon, moi, si justement on reprend un peu un historique de très long terme de l'or. Je me souviens de cette phase entre 1976 et 1980, où on était passé d'ailleurs de 100 à 1000. Ouais. Puis on avait eu un choc qui avait retracé combien, on était retombé à 300 quoi. Ouais. Donc, oui, donc voilà, là je veux dire, on est, 740, moi je verrais bien. Finalement revenir prendre cette revenir zone, voilà, en fait. voilà, hein, voilà, 750, voilà, oui, voilà, horizon 2 ans, 2-3 ans éventuellement, parce que là on est sur du mensuel, hein. Donc voilà, 750, c'est tout à fait, c'est pas être très négatif que de voir ça, c'est tout à fait dans les probabilités. Et d'autant si effectivement on a ce vote suisse à la fin du mois qui dit non, l'or ne vaut plus rien. Donc l'idée pour le positionnement, c'est si nous avons une respiration du doll US et que l'once d'or effectue un pullback, voilà, disons sur 1200. Donc là, ça sera un effet dollar. Un effet doll. Voilà, ah, d'accord. Pullback qui provoque un pullback. Voilà. Et objectif 750. 750. Bravo. Et là. En gros, ça pourrait être un trade de long terme. Un trade de long terme intéressant. Je veux dire, comme ceux qui ont acheté en 2004 et qui sont montés jusqu'à 1900, ils ont bien gagné. Donc là, il y a quelque chose à faire. Attendre le pullback. On peut déjà jouer le pullback aussi, déjà, hein, de toute façon. Il y a quand même quelques points. L'accompagner sur la hausse, retourner chercher cette trendline qui a combien, grosso modo, là. On se la fait un peu en diagonale. Hein, voilà, on va dire, allez, 1240. Voilà, dans ces eaux-là. Hein. D'accord ? Remonter sur les 1240, 1250 et donc acheter pour aller chercher ce niveau-là, puisqu'on voit là que pour le moment on a une bougie de retournement qui est en train de se dessiner. Voilà, on retourne chercher. Voilà, c'est-à-dire que la trendline, vous avez la Tenkan qui est ici à 1256, vous voyez, hein, quand j'ai dit 1250 à la louche, j'étais pas loin. Et puis là, voilà, donc si on monte, voyez, on va chercher, voilà, en diagonale, c'est ça, hein, sur 3 mois ou même 2 mois ou 1 mois, tout dépend, hein, ça peut aller très vite, hein, alors, hein, on peut avoir de très belles bougies, hein, comme ici. Donc là, on peut très bien avoir un mouvement, donc tant que le dollar corrige, par exemple, on peut très bien avoir un mouvement aussi qui nous remonte sur la SSB, doublée de la trendline, à ce moment-là, on repartira à la baisse. Là, on est dans ce qui est le plus difficile à prévoir. Moi, j'appelle ça le rythme de marché. Oui. C'est-à-dire qu'on a une vision de moyen-long terme et il y a toujours plusieurs façons d'aller à un objectif. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qui est le plus difficile, c'est de vous dire exactement comment on va y aller. Voilà, c'est ça, on n'en sait rien, ça. Là, c'est plus délicat. C'est moins une science certaine, moins une science exacte. Mais ça serait une bonne stratégie, en tout cas, où on aura un bon money management. Oui. Après,
n'écartons pas la possibilité que ce marché continue de tomber en ligne droite. Mais nous, idéalement, pour une stratégie optimale de vente, on aimerait assister à une reprise dans cette zone-là, entre 1200 et 1220. C'est là où il faut vraiment regarder ces configurations de bougies, c'est là où c'est important. Moi, là, je dis, j'en ai déjà 3 avec un marteau. Maintenant, hier, on en avait 3 avec un marteau sur le NZD, le GBP NZD, et ça continue à couler très fortement derrière. Hein. Donc, voilà, ça demande confirmation. On peut très bien venir chercher, jugement suite au vote suisse, on peut très bien venir chercher d'abord ce niveau-là avant de rebondir. Et non pas rebondir d'abord avant de venir chercher ce niveau-là. C'est un peu toujours les problèmes, c'est-à-dire qu'on va avoir des niveaux. On sait qu'on ira, enfin on pense, il y a des probabilités pour qu'on aille les chercher. Maintenant, dans quel ordre on va aller les chercher? Est-ce qu'on descend d'abord ici et qu'on monte là-haut ensuite? Ou est-ce qu'on va d'abord là-haut avant de redescendre ici et venir chercher ça? On n'en sait rien. Et maintenant, ça se fait en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an? On n'en sait rien non plus. Hein, je veux dire là, il y a combien de temps là, qui s'est passé entre ici, octobre 2013, voilà, ça fait 1 an hein, que l'or glandouille, pour faire simple, autour de ces SSB. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est pareil, si en admettant qu'on n'ait pas vraiment de mouvement très fort de vente sur l'or, on pourrait très bien continuer un espèce de range où on va chercher ce niveau-là, on remonte, et vous voyez quand même qu'il y a un twist ici. Hein. Donc en 2016, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne peut pas descendre comme ça, chercher le niveau qui est ici, et puis hop, remonter, et hop, on passe par là. Hein, tout est possible, tout est possible. Là pour le moment, voilà, on a 3 bougies rouges, on a une bougie qui semblerait être une bougie de retournement. Il y aurait un pullback possible à suivre. Okay. Entre surveiller les fondamentaux de l'XAU par rapport à la Suisse et surveiller les corrections de l'USD. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? L'AUD-UNZD, c'est une paire qui ne se... AUD-NZD, pardon, c'est bien ce que je dis, c'est une paire qui ne se trade pas. Kakedax, on a fait tout ça. Pour les formations, vous m'écrivez. Ceux qui veulent avoir des formations, oui, vas-y, mets mon adresse mail. Non, c'est pelwalka. Ah, ok. pelwalka@yahoo.fr. Comme ça. Oui, la lettre K, @yahoo.fr. Yahoo.fr, donc ouais. Vous avez dans le chat l'adresse email de Karen Pelwal. Voilà, donc pour tout ce qui est formation, etc., vous m'écrivez directement, ce sera plus simple. Hein. Les vidéos de scalp, non, je n'en ai pas faites. Parce que ça ne se fait qu'en formation. Le scalp, ça ne peut pas se faire en vidéo. Il y a toujours trop de questions et trop de choses qu'on peut oublier. Pour vos prises de position swing, prenez votre entrée même sur... Ah non, pour les positions swing, je ne vais jamais sur le 1 minute. Hein. Alors le SP... Hop, donc visiteur... Bravo pour votre trade sur le SP, le DAX en swing. Êtes-vous toujours en position? Non, je ne suis plus en position parce que j'ai complètement abandonné les indices, parce que j'arrive plus à les lire, ça me fatigue. Et c'est le SP est haussier soit, mais pour le moment il n'y a pas d'achat à faire. Donc soit on était toujours dans le marché, c'est très bien, sinon non. Le DAX il est fatigant, donc je ne suis plus du tout sur les indices. Voilà, je préfère les devises. Meilleur trade de l'année, bon voilà. Ok, bon bah écoutez, merci d'avoir été attentif à ce point de marché, on espère que ça vous a plu. C'est un webinaire qui a été enregistré et qui sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une demi-heure environ, le temps que la vidéo se charge, donc YouTube, DailyFX France, et vous avez une section d'ailleurs qui est dédiée au point de marché Ishimoku, dans laquelle donc vous retrouverez cette vidéo. Je pense que Karen, on se retrouvera prochainement dans un point de marché, oui. Lors des prochaines semaines, et puis sinon de toute façon via Twitter, où vous avez donc son adresse mail pour lui écrire directement. Je vous remercie d'avoir été attentif. Merci à tous. À 18h, et puis on se retrouve demain pour l'émission Wall Street Insider. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.